Bonjour à tous et bienvenue à Entre deux traits. Merci beaucoup de nous écouter. Je suis Sabrina Caron et je suis ici avec mon ami et collègue producteur laitier Jean-François Janel. Salut Jeff, comment ça va? Allô Sabrina, bien content de retrouver le micro après le dernier épisode que j'ai dû manquer. L'ensilage a décidé que c'était le moment d'être récolté, puis ça, je pouvais pas ostiner ça. Fait que Dame Nature étant de mon côté, j'ai dû m'absenter. Je m'en excuse, mais je suis là et je suis bien content pour cette entrevue aujourd'hui avec Monsieur Brian Van Dorval. Tu as dû t'absenter dernière minute, mais en fait, on n'a tellement pas eu un été pas agréable, mais côté météo, qu'on était très compréhensif à ta situation parce que quand il s'est mis à faire beau, on se dépêchait tous à faire les travaux. Donc, c'est ça. C'est ça qui est. Quand c'est le temps, c'est le temps. Aujourd'hui, entre deux traits, Sabrina, on va parler de méthane. On sait que le méthane, c'est un puissant gaz à effet de serre, puis que les vaches en produisent quand même pas mal. Ça, c'est certain. Et dans le contexte où les producteurs laitiers du Canada se sont engagés à atteindre la carboneutralité d'ici 2050, il y a certainement des efforts à faire concernant le méthane. D'ailleurs, le gouvernement du Québec, il a justement annoncé un aide de 3,6 millions de dollars pour aider à réduire les émissions de méthane dans la production laitière. Il y a aussi des avancées génétiques qui pourraient nous aider à réduire les émissions de méthane de nos vaches. On parle de tout ça dans un instant avec notre invité Brian Van Dorval de Lactanet. Restez là. Notre invité aujourd'hui a presque 40 ans d'expérience génétique des bovins laitiers. Né dans une ferme laitière familiale en Ontario, il a obtenu un bac en sciences animales et une maîtrise en élevage animalier de l'Université de Guelph. Il est ensuite devenu directeur de la génétique du SIAC de Saint-Hyacinthe. Je crois même que c'est l'endroit que son français a été appris. Il a été aussi directeur général du réseau laitier canadien pendant 24 ans et a été directeur général de Holstein Canada pendant 2 ans. Pendant toute sa carrière, il a siégé en tant que membre du Conseil d'évaluation génétique et a participé à l'attribution des fonds de l'industrie destinés à appuyer la recherche, principalement dans le domaine des évaluations génétiques des bovins laitiers. Il a participé directement à la mise en œuvre de tous les systèmes et services d'évaluation génétique actuels au Canada. À l'international, il a été le représentant canadien à Interbull pendant 25 ans et le récipiendaire du prix président de l'ICAR en 2016. Brian Van Dorval, bienvenue à Entre deux traits. Bonjour, merci. Merci pour l'invitation et l'opportunité de vous en parler sur ce sujet important. Merci, Brian, de prendre le temps justement d'être avec nous. On est vraiment fiers de recevoir quelqu'un avec une feuille de route si longue et impressionnante, puis je suis convaincu qu'on pourrait en trouver plus, il y en aura encore. Tous ces efforts ont été récompensés avec le prix de distinction de l'industrie de l'amélioration des bovins laitiers 2023, il y a quelques semaines seulement. Sincèrement, un énorme bravo. C'est quoi le secret de la longévité dans le secteur? Ça, c'est facile. C'est ma grande passion pour la génétique et je dois également admettre que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir occupé des postes de direction dans l'industrie laitière canadienne depuis plusieurs années. Aujourd'hui, Brian, on va parler de méthane. Avec Lactanet, vous avez lancé un nouvel indicateur de sélection génétique, efficience du méthane. C'est sorti en avril, mais commençons par la base. Le méthane, c'est un gaz, on le sait. Pourquoi on cible ce gaz-là? Puis pourquoi on en parle beaucoup par rapport aux vaches, surtout? Ma fille est revenue de l'école secondaire il y a 3 semaines, puis elle me dit, « Maman, mon professeur, il me dit que les vaches, c'est les animaux les plus polluants de la planète. » Puis là, elle était un petit peu plus sûre de notre production. Là. Fait que, est-ce que tu peux nous décrire c'est quoi le méthane? C'est vraiment important de commencer à la base. Donc, lorsqu'on parle des gaz à effet de serre, on parle de 3 formes de gaz. Le premier, c'est le dioxyde de carbone. Puis ça représente 80% de la gaz GES là, au Canada. Après ça, un deuxième, c'est l'oxyde nitreux. Et ça représente 8%. Puis la troisième gaz, c'est le méthane qui représente 14%.
Donc, ce n'est pas le pourcentage qui est le plus important, le méthane, mais c'est la manière que cette gaz-là est émise et que lorsque le méthane est émis, c'est vraiment intense au niveau du climat, mais la durée de cette intensité-là est beaucoup moins longue que le dioxyde de carbone. Ceci dit aussi que finalement, c'est vraiment au niveau de le méthane que le secteur agricole produise le plus. Donc, le secteur agricole au Canada représente environ 10% des gaz au Canada. Et de ces 10%-là, c'est seulement 1%, 1 à 2% qui est émis par le secteur des bovins laitiers. Donc, le secteur, quand même, représente très peu, juste 1 ou 2% du gaz que nous émettons au Canada. Mais en tant que l'industrie laitière, nous voulons être responsables et de faire notre part pour réduire les émissions produites par le secteur des bovins laitiers. Donc, pour nous, c'est vraiment une petite portion parce qu'au Canada, on a plusieurs d'autres sources de ce gaz-là, des émissions au niveau canadien. Si on ramène le tout à notre production laitière, justement, comme vous en parlez, quand on regarde tous les GES, autant à la ferme qu'en dehors de la ferme, qui sont émis, lors de la production d'un kilo de lait, ça se trouve être le méthane qui est le plus grand contributeur à l'empreinte écologique du lait. Oui. En fait, c'est le méthane, c'est parce que c'est les animaux, c'est les bovins, c'est la gestion de bataille sur une ferme laitière qui produisent à peu près la moitié du gaz GRES qu'on produit pour chaque litre de lait produit. Il y a aussi le gaz produit par la production des aliments, la gestion des fumiers et d'autres éléments, mais c'est vraiment la moitié est due au fait qu'on garde les animaux. Donc, c'est les animaux, et si on peut contrôler ou réduire les émissions de méthane produites par les animaux, là, on peut réduire l'empreinte carbone de chaque ferme laitière. Puis, de manière générale, quelles sont les stratégies qui peuvent être utilisées pour compenser ou réduire les émissions de méthane à la ferme? En fait, je ne suis pas un expert pour parler de la manière de réduire les émissions pour le ferme au complet, parce qu'il y a des éléments associés avec le sol, la gestion des sols et aussi la gestion du fumier. Donc, je peux pas en parler là-dessus. Mais au niveau des animaux, on a vraiment deux approches qu'on peut utiliser qui sont actuellement connues. Puis ces approches-là, premièrement, on peut ajouter des additifs ou des suppléments à la ration alimentaire des animaux. Et une deuxième manière, consiste à la sélection génétique pour trouver les animaux supérieurs et faire la sélection de l'amélioration génétique. C'est les deux approches. Vous parlez justement de la génétique. Puis, je sais qu'il y a des recherches qui ont été lancées pour répondre à la question suivante, puis je la pose et c'est une grande question. Est-ce que la sélection génétique peut être utilisée pour réduire les émissions de méthane, lutter contre le réchauffement planétaire, puis améliorer l'efficience des bovins laitiers? Mais certainement, à mon avis. Et en fait, je dirais même plus que ça, c'est que je pense que la sélection génétique sera la voie la plus importante pour atteindre cet objectif-là. Lorsqu'il existe une variation entre les animaux, c'est là où on peut faire l'amélioration génétique. Ça prend la variation. Si les animaux sont tous identiques, il n'y a pas de variabilité, on ne peut pas faire la sélection génétique. Mais on sait qu'il y a la variabilité pour la production de méthane entre les animaux. Donc, ça veut dire que l'outil associé avec une approche, utiliser la sélection génétique pour progresser la population dans une direction souhaitée. On va en apprendre plus comment la sélection génétique peut contribuer à réduire les émissions de méthane avec Brian Van Dormol dans un instant, mais avant, voici un court message de notre commanditaire. Comme chef, je composte beaucoup. C'est ma façon de redonner à la terre. Salut Jeanne. Comment les producteurs laitiers prennent-ils soin de notre planète? À la ferme, on composte le fumier.
Ça permet de réduire notre empreinte carbone. Le fumier enrichit aussi le sol, ce qui aide à faire pousser les récoltes. Ah, c'est comme le cercle de la vie. Oui, on travaille à bâtir un avenir durable. Moi, je suis partante. Et toi? Je suis partant. C'est ça, l'avenir laitier. Carboneutre d'ici 2050. Nous sommes de retour avec Brian Van Dormal, chef des services chez Lactanet. Brian, donc en réponse aux besoins de l'industrie laitière, vous avez regardé la génétique comme solution. Pourquoi? Vous avez parlé que là, il y avait une différence entre les animaux. Et puis, c'est quoi les avantages de la génétique par rapport aux autres stratégies? Mais lorsqu'un producteur laitier modifie la ration alimentaire d'une vache en ajoutant des additifs ou des suppléments, il peut avoir sûrement des résultats positifs. Là. Je ne peux pas vous dire jusqu'à quel pourcent de réduction ils peuvent atteindre à cette approche-là. Mais une chose qui est évidente, c'est que lorsque le producteur arrête d'utiliser ces aliments-là, ces additifs et suppléments, l'amélioration est terminée. Et la vache revient à ce qu'elle avait produit auparavant. Lorsqu'on utilise la sélection génétique, chaque avancée dans la bonne direction est permanente et se transmet d'une génération à l'autre. Donc, c'est là où on peut bâtir un troupeau en mettant une certaine base, puis on peut commencer la sélection pour améliorer ce caractère-là une génération à la fois. C'est une solution à la long terme. C'est pas une solution qu'on va atteindre des objectifs énormes dans les 3 ou 5 prochaines années. Mais lorsqu'on vise l'année 2050, c'est vraiment l'outil qui va nous aider le plus, à mon avis. Est-ce que le fait que, admettons, en 1980, les vaches produisaient moins de lait, puis aujourd'hui, ils en produisent plus, est-ce que ça, c'est une avancée pour le méthane ou non? Oui et non. Dans un sens, si chaque vache produise plus, une vache, on va réduire le nombre de vaches en total au Canada. Okay. Et c'est sûr que lorsqu'on avait plus qu'1 million, il y a des décennies, on avait plusieurs millions de vaches. Maintenant, nous sommes rendus à 950 000 vaches là, au Canada. Donc, finalement, notre empreinte de carbone a été réduite tout simplement en réduisant le nombre d'animaux et en augmentant la productivité de chaque animal. Ça, c'est sûr, et on ne veut pas arrêter ça. Là. On veut continuer de rendre chaque vache plus productive, mais on peut maintenant utiliser une autre approche pour identifier les vaches qui peuvent faire cette production-là dans une manière plus efficace en termes d'émissions de méthane. Puis en avril 2023, justement, Lactanet a lancé la première évaluation génétique officielle au monde. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Une première évaluation génétique qui vise à réduire les émissions de méthane chez les bovins laitiers. Donc, c'est un nouvel indice. Concrètement, ça veut dire quoi, cet indice? Cela signifie tout simplement que le Canada est maintenant le premier pays au monde où les producteurs laitiers disposent d'un outil génétique pour réduire le méthane émis par leurs animaux et leurs troupeaux. Et là, lorsque les premiers à avoir cet outil-là, donc il s'agit d'utiliser cet outil pour vraiment être à l'avance des autres. Mais de toute manière, on est là aussi pour aider les autres pays à apprendre comment de développer cet outil-là. Donc, nous, on ne veut pas nécessairement dire que c'est juste pour le Canada. On peut aider les autres pays à réaliser la même chose pour atteindre l'objectif au niveau global aussi. C'est un avantage pour l'exportation de notre génétique, qu'on le veuille ou non. Absolument. Absolument. L'efficacité d'une vache en matière de méthane, quand on le dit comme ça fait quand même drôle. C'est comme si c'était une petite fournaise là, au méthane ou qui en produit. Comment on fait pour mesurer ça? Comment on fait pour évaluer la différence dans les émissions d'un animal à l'autre? Comment vous avez arrivé à un chiffre ou à des chiffres? Exact. Donc, lorsqu'on utilise le mot efficience, là, c'est vraiment du fait qu'on ne veut pas tout simplement réduire
la production de méthane d'un troupeau. Parce que la manière la plus facile de dire ça, c'est qu'on va juste demander à la vache de produire moins. Et une vache qui produise moins de lait va consommer moins, et ça veut dire qu'elle va produire moins d'émissions de méthane, moins de méthane. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est de continuer notre progrès d'avancement au niveau de la production laitière, la production moyenne d'une vache, mais on veut identifier les vaches qui sont plus efficaces dans une manière que le rumen traite les aliments, les nourritures, et finalement produisent moins de méthane pour le même niveau de production. C'est pour ça qu'on utilise le mot efficience. C'est plus correct en anglais qu'en français, mais c'est pour ça qu'on a choisi le mot comme tel. Et ça décrit aussi notre objectif de sélectionner pour une vache plus efficiente dans la manière qu'elle utilise les aliments consommés et produit moins de méthane. Au début, quand vous avez commencé à faire les recherches, vous avez mesuré combien chacune des vaches produit du méthane? Oui, c'est ça. En termes de mesurer le méthane d'une vache, c'est compliqué et c'est difficile. C'est seulement dans les troupeaux de recherche. On a quelques troupeaux de recherche à travers le pays qui ont l'équipement nécessaire, qui est un équipement très spécialisé, pour lequel on peut mesurer sur une base individuelle le méthane produit pour une vache. On le fait pour tous les jours pendant 5 jours ou une semaine. Puis après ça, on change la vache puis on la mesure. Là. Donc, c'est vraiment au niveau des troupeaux de recherche, puis c'est pas vraiment dans les troupeaux quotidiens ou troupeaux commerciaux qu'on peut le faire. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment difficile comme tel d'utiliser le méthane direct. Mais il y a tout récemment un projet de recherche réalisé à l'Université de Guelph où les chercheurs ont découvert ou démontré qu'une analyse de l'échantillon du lait peut avoir les données pour prédire le méthane produit par la vache. Donc, et chez Lactanet, nous avons des millions de données de l'analyse du lait, de l'échantillon du lait, de notre contrôle laitier. Et de ces données-là, maintenant, on peut prédire ou être un indicateur du méthane produit par chaque vache. Donc, finalement, soudainement, on a une très grande base de données de méthane prédit au lieu de méthane actuel produit par quelques centaines de vaches dans les troupeaux de recherche. Et c'est à cause de ça que ça nous a permis, les généticiens dans mon équipe chez Lactanet, de développer notre évaluation génétique pour l'efficience de méthane. Dans toutes ces données, et comme vous l'avez dit, là, vous avez quelques fermes à la grandeur du pays, il doit y avoir, mettons qu'on prend la vache A, on la place à un endroit X, il doit y avoir des variations si je la déplace à un autre endroit, d'un jour à l'autre, la météo. Il doit y avoir des choses qui font que ma vache, ici, au centre du Québec, si je la transporte en Colombie-Britannique, elle fera peut-être pas la même production de méthane. Est-ce qu'il y a des variations dans tout ça? Absolument. Premièrement, il y a la variation entre les vaches dans le même troupeau. Avec le même système alimentaire. Et ça, il n'y a pas de problème. On a de la variabilité entre les vaches. C'est sûr que si on prend deux troupeaux, puis deux troupeaux voisins, puis un alimente avec d'autres, un produit, une ration, puis un autre avec un autre, les vaches peuvent probablement produire des choses, le méthane différemment. Et aussi, à travers le pays, dans les provinces différentes, le climat, l'environnement différent, tout ça. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas utiliser les données brutes. Nous utilisons ces données brutes dans un système d'évaluation génétique dans lequel on tient compte du fait que cette vache-là, aujourd'hui, est en tel troupeau, nourrie avec telle ration et dans une telle province et exactement avec tel climat, tel environnement, telle gestion de troupeau. Puis une autre vache est dans un autre troupeau avec un autre système de gestion puis un autre climat.
et une autre ration. Donc, finalement, on utilise un système d'évaluation génétique où on évalue chaque vache par rapport à ses contemporaines à l'intérieur du même troupeau pour identifier pourquoi elles produisent plus, puis une autre vache dans le même environnement produisent moins. Et c'est pour ça que nous avons des évaluations génétiques. Et aussi, dans ce cas ici, on prend aussi l'ADN de chaque vache pour aider à améliorer la précision en utilisant des évaluations génomiques. Donc, ça aide, ça avance la fiabilité ou la précision de ces évaluations génétiques en même temps. Vous avez parlé de génomique, puis je vous prends au bon. Est-ce que les personnes qui font des analyses génomiques de leurs vaches, est-ce que ces analyses-là vous aident dans vos recherches? Est-ce que c'est des données qui sont partagées ou c'est confidentiel avec seulement... J'y vais plus loin. Je parle présentement d'un programme Elevate avec le SIAC. Mais je sais très bien que ces données, est-ce qu'elles vous sont partagées? Est-ce qu'elles contribuent à l'avancement général de toutes ces données? Oui. La manière que ça fonctionne, c'est des fournisseurs de services, comme vous avez mentionné, et d'autres, qui prennent l'échantillon de l'ADN de chaque animal. Cet ADN-là est analysé dans un laboratoire complètement indépendant de tiers parties. Okay? Puis c'est le laboratoire qui nous envoie les résultats de l'analyse de l'ADN. Donc, nous, on a un génotype de chaque animal. C'est pas ces compagnies qui l'ont le génotype, c'est Lactanet qui a le génotype. Et c'est sûr que nous avons maintenant dans la base de données chez nous plus de 7 millions de génotypes des bovins laitiers à travers l'Amérique du Nord et internationale aussi, des femelles et des vaches internationales. Donc, c'est sûr, c'est à cause de ça que nous avons pu développer un système d'évaluation génomique pour l'efficience alimentaire parce qu'on a déjà les génotypes de plusieurs vaches qui ont aussi l'analyse de l'échantillon du lait pour avoir le méthane prédit. Donc, tout ça, là, ça va ensemble. Toutes ces données-là, c'est dans notre banque de données et puis ça nous a permis d'offrir ce nouveau caractère. Si je comprends bien, Brian, vous avez pris des analyses de lait des vaches, vous avez déterminé lesquelles étaient plus efficaces puis lesquelles étaient moins efficaces. Vous avez pris l'ADN de ces vaches-là, vous avez comparé puis vous avez trouvé où est la différence dans la chaîne d'ADN, j'imagine. En tout cas, je ne suis pas une experte. Puis là, à partir de ça, juste avec l'ADN, vous êtes capable d'identifier les animaux plus efficaces? Exact. Pour les jeunes génistes maintenant, ça fonctionne comme ça pour tous les caractères qu'on évalue aujourd'hui, une centaine de caractères, mais c'est exactement dans ce sens-là. On utilise les données brutes, les données de performance pour chaque caractère. On utilise la généalogie de l'animal et on ajoute l'information de l'ADN des animaux déjà génotypés. Tout ça, c'est mis dans un grand pot, un grand pot mélangeur. On appelle ça un système d'évaluation génétique. Puis avec ça, on est capable d'évaluer les animaux supérieurs et les animaux inférieurs pour chaque caractère basé sur généalogie, données de performance de chaque animal et aussi l'ADN. Et ensemble, on donne ça. Mais ça nous donne des outils pour utiliser l'ADN d'un nouveau-né, de 2 semaines. Là, puis on peut regarder l'ADN, puis on peut déjà prédire avec une précision assez élevée maintenant de son potentiel génétique. Et ça permet même maintenant pour le méthane, l'efficience de méthane, pas juste pour la production laitière, fertilité et d'autres caractères. Puis l'indice, j'imagine, est sur 100, 100 étant la moyenne de toute la population. Pour chaque caractère, on définit une moyenne de la population. Puis comme pour ce caractère-là, le taureau moyen, on fixe un cote de 100. Puis après ça, on a une variabilité aux alentours de 100 qui les sujets inférieurs sont dans les alentours de 85 et les supérieurs, les meilleurs, sont dans les alentours de 115. Donc, quelqu'un sait bien, si on regarde un taureau à 110, là, c'est un améliorateur. Un autre à 105, c'est un bon taureau et meilleur, supérieur à la moyenne de la race et des chiffres en bas de 100 sont moins désirés.
Puis, un taureau, exemple, à 110, il améliore de combien? Est-ce que c'est énorme comme amélioration ou on sait que chaque petit pas est non négligeable, mais est-ce que on a-tu une idée de grandeur? Qu'est-ce que ça Oui, représente? on a une très bonne idée de grandeur. Une chose que je peux vous dire, c'est que l'héritabilité de ce caractère-là est vraiment bonne. C'est modéré dans les alentours de 20%. Donc, finalement, c'est un caractère pour lequel on peut identifier l'amélioration génétique puis s'en servir de ça. Les taureaux, le volume de méthane produit par les filles d'un taureau à 105 est environ 3 kilos par année. Donc, un autre taureau à 110 va avoir doublé ça. Là. OK. Donc, pour chaque point d'écart, là, on peut parler d'un volume de méthane de réduit pour les meilleurs sujets. Puis je veux pas créer une compétition entre les races, mais est-ce qu'il y a une différence entre les races présentement? Absolument, on pense que oui, mais on ne le sait pas parce que tous ces projets de recherche, les troupeaux de recherche au niveau canadien, ont des vaches Holstein seulement. Donc, toutes les données de méthane aujourd'hui, c'est collectées jusqu'à maintenant, c'est pour les sujets Holstein. Et finalement, ça veut dire qu'on a nos formules de prédiction de méthane seulement pour la race Holstein. Mais d'un autre côté, on peut dire aussi que la race Holstein représente 94% de la population des bovins laitiers au Canada. Donc, pour le national, pour notre bien-être, pour notre secteur, si on peut améliorer la race Holstein, on fait quand même assez... on fait un effort vraiment important. Là, juste pour être clair, là, pour les auditeurs, on ne parle pas de manipulation génétique. Vous n'avez pas été modifié d'ADN ou quoi que ce soit dans les animaux, les nouveaux taureaux. C'est vraiment de la sélection génétique. Oui, c'est correct et merci pour avoir fait cette distinction-là parce que des fois, on utilise le mot génétique puis on pense que c'est la manipulation. Mais pour nous, comme pour n'importe quel autre caractère, on a des évaluations génétiques depuis une trentaine d'années, 40 ans, quasiment ma carrière au complet. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'à l'intérieur de chaque troupeau, nous pouvons identifier les meilleurs sujets avec un bagage génétique supérieur. Puis la même chose au niveau des taureaux qui sont offerts par les compagnies et que finalement un producteur laitier peut choisir ses meilleurs taureaux pour accoupler à les meilleures vaches pour améliorer chaque caractère. Et c'est comme ça que nous avons fait beaucoup de progrès génétiques pour la production laitière, pour la fertilité, la longévité, la résistance aux maladies et tous les autres caractères. Donc, maintenant, on pourrait le faire aussi pour l'efficience de méthane. J'aime ça, on parle des vaches, mais on parle des taureaux parce qu'évidemment, pour qu'il y ait des vaches, ça prend des taureaux. Fait que cette efficience-là, cet indice-là, ces nouvelles évaluations-là, dans le day-to-day, le producteur laitier d'aujourd'hui, pour qu'il puisse faire une sélection de ces nouvelles semences, de ces taureaux, comment il fait pour utiliser cette technologie-là? C'est-tu compliqué? Ça coûte-tu cher? C'est-tu accessible? Mais premièrement, c'est pas compliqué parce que la manière que nous avons exprimé les évaluations, c'est facile à interpréter, facile à utiliser parce que c'est sur une échelle déjà familier, déjà utilisée, puis ça classe les meilleurs à 115, puis ça classe les moins bons à 85. Donc, c'est une échelle relative, là, donc les producteurs sont très habitués. Au niveau de l'accessibilité, les évaluations des femelles est gratuit. Est gratuit pour tous les femelles dans les troupeaux qui sont les clients de Lactanet. Et pour les troupeaux qui ne sont pas clients de Lactanet, ils ont une option de l'acheter. Donc, c'est accessible. Au niveau des centres d'insémination, aux autres aussi, c'est accessible. Il n'y a pas une limite, mais il y a un frais pour acheter les évaluations génétiques pour les mâles parce que on a un système maintenant qui coûte cher, puis Lactanet a investi dedans. Donc, il faut avoir un revenu pour payer pour la collecte de données continue pour les années à venir. Et c'est pour ça que un grand nombre de taureaux
disponible, avec la semence disponible au Canada, a déjà les évaluations pour l'efficience de méthane déjà publiées et officielles dans notre site web ou d'autres sites web de Hosting Canada ou d'autres. Parfait. La sélection génétique, c'est super intéressant, puis on peut améliorer beaucoup de choses, mais c'est long. C'est le jour qu'on décide d'inséminer la vache, qu'elle mette bas, puis que là, ce veau-là devienne une vache. En attendant, si on veut s'améliorer plus rapidement, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, tu as dit que les femelles seraient testées chez Lactanet. Fait que dans le fond, un producteur pourrait faire une sélection avec les données qui vont sortir de là? À mon avis, pour le court terme, c'est vraiment la meilleure chose pour les producteurs, c'est de s'informer, d'apprendre des choses, d'en apprendre, d'être plus familier. Jusqu'à maintenant, je ne pense pas que les producteurs laitiers pensent nécessairement à faire quelque chose au niveau de le gaz, au niveau de notre empreinte carbone. Donc, il y a beaucoup de formations, beaucoup de choses à apprendre. Donc, les mesures à court terme, ils vont en avoir et les producteurs laitiers du Canada ont un outil qui aide les producteurs et les solutions vont varier d'un troupeau à l'autre, d'une ferme à l'autre. Pour moi, à mon avis, pour la sélection génétique, on peut commencer aujourd'hui. On a plus de 25 ans avant 2050 et qu'on sait qu'on peut améliorer chaque génération. Ça représente de 8 à 9 générations de sélection dans ces 25 ans. OK? Donc, finalement, à chaque génération, on peut faire un pas d'avance. Et finalement, on a démontré qu'un troupeau qui décide d'utiliser ce caractère-là avec une certaine pondération d'emphase, de sélection, ils peuvent réduire les émissions de son troupeau de 20 à 30 d'ici 2050. C'est long terme, mais tu ne peux pas attendre 40 ans ou 30 ans ou 20 ans ou 10 ans avant de commencer. Il faut commencer aujourd'hui pour atteindre ces résultats-là d'ici 25 ans. J'aime ce que j'entends parce que justement, que ce soit au niveau de la conformité, de la productivité, de l'immunité, de tous les facteurs qu'on met pour choisir l'amélioration génétique de notre troupeau, je crois que c'est vraiment important de mettre le facteur de l'efficience méthane dans la liste de nos choix. Puis justement, ce nouvel indicateur de sélection génétique efficience du méthane, qui est de la race Holstein, c'est produit par Lactanet, et CIMEX Canada ont été choisis comme finalistes dans 2 des 9 catégories des prix d'innovation laitière par la Fédération internationale du lait. Les gagnants seront connus le 16 octobre, que je lis. On va vous souhaiter, en toute franchise, un gros bonne chance à toute l'équipe. Oui, merci. Nous avons beaucoup d'espoir et nous sommes très fiers de notre innovation et de notre réalisation. Au Canada, nous sommes un pays assez grand, mais assez petit. Puis assez petit parce que nous travaillons ensemble, beaucoup d'organisations, les PLC, Lactanet, CIMEX, Hosting Canada. On travaille beaucoup ensemble, puis en collaboration. Puis c'est à cause de cette collaboration-là, même avec les chercheurs à travers le pays, qu'on a pu réaliser ces choses-là. Donc, si on gagne ce prix d'innovation-là, c'est parce qu'on a fait ça en équipe canadienne. Excellent, bon message, ça. Bon succès, Brian, à toi et ton équipe, aux chercheurs qui ont travaillé là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On a appris beaucoup aujourd'hui. Merci encore une fois pour l'opportunité de vous en parler. C'est ma passion, puis ça paraît. Nous sommes fiers. Merci beaucoup. C'est déjà tout pour cet épisode d'Entre deux traites. Oui, JF, ce fut très intéressant et cet indice génétique-là a sorti en avril. Je ne sais pas si toi, tu en avais entendu parler. Effectivement, c'est un indice que je connais depuis avril aussi, oui. J'avais vu passer, mais tu sais, je me demandais comment il en était arrivé à sortir une donnée.
Fait qu'aujourd'hui, on a pu approfondir ça, puis peut-être, comme Brian a dit, se former plus, assister à des formations sur le sujet dans les prochains mois serait peut-être avantageux pour nous d'apprendre plus. Puis après ça, maintenant, en ayant l'indice génétique, on peut faire des choix là, en choisissant les taureaux pour nos vaches. Je pense que tu as raison, justement, c'est d'aller chercher plus d'informations. C'est un nouvel indice. C'est basé sur 100, comme qu'on connaît les autres indices. Fait que ça simplifie la compréhension générale, mais je pense qu'il y a encore beaucoup d'informations à aller chercher là-dedans. Puis oui, les centres de distribution de semences là, ils ont tout intérêt là, à mieux nous former, à mieux nous en apprendre pour pouvoir là, faire des meilleurs choix. C'est pas demain, je pense, comme M. Brian expliquait, là, qu'on va voir les résultats, mais l'objectif est pour 2050, donc il y a plusieurs générations de vaches qui vont passer au travers de ça. On va sûrement être capable là, d'améliorer là, notre 1-2% là, de l'empreinte générale du pays. Oui, puis comme Brian a dit, c'est un caractère qui est héritable, dans le fond, qui est facile d'amélioration, si je peux le traduire comme ça. Donc, c'est possible de voir des résultats là, sur quelques générations. J'ai aimé ce qu'il a dit, un taureau à 110 versus le taureau à 105, sa différence de production en kilos de méthane, de comprendre que le plus faible est vraiment à 85, que les meilleurs sont à 115. Ça nous donne des targets, en excusant l'anglicisme, là, mais je pense que c'est quelque chose qui est vraiment bien là, de prendre en considération. Puis aussi, je vais prendre quelques secondes, les quelques secondes qui nous restent pour pouvoir remercier les gens qui nous écoutent d'avoir fait l'écoute balado. Si vous avez des idées de sujets ou des questions, des commentaires, écrivez-nous sur Facebook ou sur notre compte Twitter. S'il vous plaît, partagez ce balado avec vos collègues, vos amis, votre famille, tout le monde que vous connaissez. Un gros merci à notre invité Brian Van Dormal, chef des services chez Lactanet. Merci à notre réalisateur Bruce Sargent et à notre producteur Carl Bélanger. Merci à tous. À très bientôt pour un autre épisode d'Entre deux traites.